Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous allons parler des défis d'un mangaka pour produire et adapter une œuvre culte. Oui, dans cette émission, il va être question d'Arsène Lupin, un personnage français, mais qui semble, sur certains aspects, être parfait pour être aussi un héros de manga. Ouais, si Arsène Lupin est un héros de manga. Bien sûr, il y a des limites au fait qu'il puisse le devenir. On va parler de ça avec un mangaka qu'on a rencontré il y a quelques temps lors de sa venue en France, Takashi Morita. On a enregistré nos échanges qui se sont déroulés à Paris, rive gauche, dans un café à l'ancienne, bien sûr. Et tout est traduit. C'est toi, Julie, d'ailleurs, qui a participé à cette traduction pour cette émission. Morita, c'est un auteur très conscient de son travail et pas comme les autres, j'ai l'impression qu'il a dû résoudre de nombreux défis malgré tout pour réussir à adapter Arsène Lupin. Ouais, et puis on va entrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais je pense que de son point de vue, dessiner un Paris haussmannien ou bien comprendre la mentalité des Français de 1900, c'est déjà toute une aventure. Même pour nous, ça serait une aventure. Ah je pense que c'est ça, ouais. Enfin, c'est là où on se rejoint, c'est que effectivement, il y a beaucoup de choses qui finalement parlent de moins en moins à certains publics jeunes de nos jours français. Et que lui, auteur japonais, il arrive à mettre en image pour qu'on comprenne un peu mieux. Donc c'est quand même un tour de force, quoi. Mais ouais, tout cet aspect éditorial, technique, ça aussi, il y a beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas en tant que lecteur qu'il a mis en avant dans l'échange qu'on a eu. Et je trouvais que c'était vraiment sympa de sa part d'en parler aussi ouvertement, quoi. Alors donc préparez-vous à passer une heure à parler de manga, à parler d'Arsène Lupin et du métier de mangaka avec un mangaka qui sera avec nous, donc Takashi Morita, en différé dans cette nouvelle 5ème de couve générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... La 5ème de couve, c'est le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer le manga, mais surtout quand il y a un peu de Arsène Lupin dedans pour parler de tout ça. Julie est avec nous. Salut Julie, comment ça va? Bonjour, ça va Maxime? Ça va très bien. Qu'est-ce que t'as pris dans le café avec Monsieur Morita? Écoute, j'ai appris vraiment plein de trucs. Non, qu'est-ce que tu as commandé? Ah, pardon. Écoute, non, il était tôt, on a pris que de l'eau. Nous avons été extrêmement sages. Plate ou gazeuse? Je crois que nous c'était plate. Ouais, je crois que c'était gazeuse. Ah bon? Zut. Je me souviens plus. Moi non plus. Peu importe. Il était trop tôt. C'est ça, exactement. Donc comment ça se passe cette émission? On va voir Monsieur Morita avec nous, vous allez l'entendre, il va parler en japonais, donc ça va poser problème à un moment donné, sauf si vous êtes totalement bilingue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a traduit la voix, le doublage de Monsieur Morita sera ma voix. Donc à partir d'un instant, je vais essayer d'un peu changer ma voix, mais je vais pas non plus faire des voix rigolotes. Prends ce magnifique chapeau Arsène Lupin, ce chapeau de forme. Le petit monocle, évidemment. Je faisais le signe du monocle. Et donc, dans un instant, c'est ma voix qui sera qui va doubler, traduire celle de Monsieur Morita que vous allez entendre. Donc, vous allez avoir le japonais et le français, mais voilà, je ne suis pas doubleur non plus. Ça vous l'imaginez bien, vous avez l'habitude, mais ça ne nous empêche pas de discuter avec lui et de vous retranscrire toute cette discussion, cette émission entre guillemets qui a eu lieu dans un café dans Paris et qu'on reprend un petit peu en différé maintenant. Donc je te laisse tout simplement commencer, Julie, sauf si tu veux un peu nous parler du contexte ou du monsieur qu'on a eu en face de nous, à quoi ressemble Monsieur Morita. Ah alors, pour le coup, on peut très facilement voir Monsieur Morita parce qu'il est assez habitué d'apparaître en public, ce qui n'est pas le cas de tous les mangakas déjà. Et en plus de venir en France parce que déjà voilà, son lien avec l'œuvre de Maurice Leblanc fait que il est assez habitué à venir à des événements en France. Notamment à Étretat.
notamment être tard parce que donc il est, je pense, il est membre officiel du groupe des amis de Maurice Leblanc ou de Maurice Leblanc, je sais jamais, mais donc il apparaît très souvent dans des reportages qui sont faits par France 3 Régions. Non, mais pour le dire. Et il y a pas longtemps, en fait, il était venu en France à l'occasion aussi d'un événement à Lyon, qui est du polar, donc qui était un événement littéraire, mais dédié à toutes les littératures en rapport avec le polar et le thriller, etc. Cette émission est complémentaire d'une autre émission que l'on a fait il y a 3 semaines. Voilà, il y a 3 émissions, si je dis pas de bêtises, qui s'appelaient les Sherlock et les Arsène Lupin, voilà, du manga. Les 2 émissions sont totalement complémentaires. Oui. Dans un sens, là, on a beaucoup parlé de l'œuvre de Morita et d'autres œuvres dans la précédente émission. Maintenant, on va parler de manga tout simplement et de comment il s'est retrouvé à faire un manga Arsène Lupin au Japon. Voilà, donc imaginez un monsieur, je ne sais même pas quel âge il a, lui donner un âge à base de son physique, parce qu'il a l'air jeune, il est très souriant, il est très ouvert, et il a surtout plein de trucs à raconter. Le décor est planté, c'est le moment de discuter avec Monsieur Morita. Alors, comment avez-vous connu le personnage d'Arsène Lupin ? Quand j'étais petit, pour les personnes de ma génération, il y avait une série de romans d'Arsène Lupin adaptés pour les enfants qui étaient très populaires au Japon. C'est sur les conseils de lecture de mon père que j'ai rencontré le personnage. Il était tellement amusant. Je suis tombé sous le charme de suite, si bien que j'ai tout lu de cette collection et donc des versions de Minami Yoichiro. Je les lisais tout le temps. Et c'est qu'ensuite, à partir du lycée, que j'ai découvert les traductions complètes des œuvres de Maurice Leblanc. C'est là que j'ai pu enfin découvrir son texte dans son intégralité. Les versions destinées aux enfants étaient adaptées, elles étaient un peu soft, alors que dans le texte original, les côtés plus sombres de Lupin sont bien là. C'est à ce moment-là que je suis vraiment tombé dedans. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'œuvre de Maurice Leblanc ? Est-ce que c'est le style du héros, le style des intrigues, ou même la dimension politique de l'œuvre ? Parce que ça prend une part très importante dans les aventures de Lupin. そうですね。はい、特に。全てなんですけど、まずやっぱり。C'est un peu tout ça, à vrai dire. Mais en premier lieu, il y a cette capacité de Lupin à être un héros, à être toujours au-dessus de la mêlée. Même quand il perd, il trouve toujours comment renverser les choses et à la fin, il sort victorieux. Il a cette force particulière. Je pense que c'est ce qui avait séduit mon cœur d'enfant. Après, tout en étant un héros, il est très humain, capable de douter, d'être plein d'hésitation ou encore d'être très puéril. Au tout début, il est très jeune, c'est une sorte de petit blanc-bec, en tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit, à tel point qu'on le prend un peu en pitié par moments, et il lui arrive aussi de commettre des erreurs. Et c'est tout ça qui rend le personnage si amusant, et à mes yeux, c'est vraiment le point fort du personnage de Lupin. Et oui, par-dessus tout, il y a un emballage historique ou politique, comment dire, un peu rebelle. Disons qu'il défie la société. Disons que parfois, il agit de manière un peu folle. On lui met la pression et lui, il se rebelle. Moi, quand j'étais enfant, cet aspect-là de sa personnalité, ça m'avait beaucoup impressionné. J'étais en admiration et bon, à vrai dire, ça n'a pas beaucoup changé depuis cette époque. Je l'admire toujours. Et pour la deuxième partie de votre question sur les détails historiques, comme je suis passionné par l'histoire en général, je me suis dit que je devais connaître les backgrounds historiques des aventures de Lupin, sinon je n'arriverais pas bien à les transmettre au lecteur. Donc je fais très attention à bien détailler ces passages. Et une fois qu'on a saisi les tenants et les aboutissants historiques de Lupin, j'espère que j'aide les lecteurs à s'identifier à lui. Et c'est pour ça en fait que je m'implique autant dans Arsène Lupin. Oh en tout cas, vous avez appliqué beaucoup parce qu'il y a vraiment toutes les histoires. C'est tellement détaillé, fouillé que oui, ça devient même une grande aide pour comprendre l'œuvre de nos jours en tant que lecteur du XXIe siècle, quoi. Parce que effectivement, toute la partie historique de l'œuvre est prépondérante et il y a quand même des choses qui ont dû vous surprendre de votre point de vue d'homme japonais du XXIe siècle. そうですね。
そうですね。たくさんありすぎてっていうのはあるんですけど、まず最初はquelque chose en particulier à vrai dire, oui, il y en a tellement. Mais en tout premier lieu, je reviendrai sur leur ordre chronologique, avec la Première Guerre mondiale qui éclate au beau milieu de la série. Lorsque je lisais les versions pour enfants dont je vous parlais à l'instant, la chronologie n'était pas du tout respectée. C'était un bazar. Mais quand j'ai lu les histoires selon leur ordre de sortie, je me suis rendu compte à quel point les romans de Lupin suivaient vraiment le cours de l'histoire de l'Europe et comment il y avait un lien entre les deux. Et moi qui suis fan d'histoire, j'étais vraiment aux anges. J'adore les livres historiques, j'adore les taïga dramas, le fait que tout fasse sens ensemble. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Dans l'Aiguille creuse, par exemple, si on regarde la date à laquelle le livre est sorti, il est question de la comment ça je me souviens plus. De la Triple Alliance. Oui, donc le contexte historique ou le fait que c'est une période avec des empires coloniaux, etc. Avec l'Aiguille creuse en particulier, j'ai beaucoup appris sur l'histoire de France. Charlemagne, César, François Ier. J'avais jamais entendu parler de François Ier ou même d'Henri IV au Japon. Alors que chez vous, c'est des personnalités tellement populaires. C'est super amusant tout ça. À la rigueur, il y a Jeanne d'Arc qui est connue au Japon. Ouais. Mais, enfin bon, ces personnages historiques et célèbres, ça peut devenir des accroches. On se dit, tiens, ce sont des personnages, est-ce qu'ils sont connus en France ? Eh ben moi j'en avais aucune idée. Bon, ok, je connaissais Marie-Antoinette ou Louis XVI, mais alors je connaissais vraiment pas Henri IV. Oui, et donc on rappelle que donc les taïga dramas, c'est les séries télé fleuves sur des personnages historiques japonais, et chaque année il y a des grandes séries comme ça qui réunissent beaucoup d'audience à la télé japonaise. Un peu comme le château de mon père. Je sais pas. Ah oui. Tu sais comment ça s'appelle, tu sais les sagas de l'été sur TF1. Ah ouais, oui, dans ce sens-là. Mais des fois, il peut y avoir vraiment plusieurs dizaines d'épisodes, et l'idée, c'est de à nouveau reconstituer une époque, une façon de penser. Et il y en a qui sont vraiment très très bien faits. Mais c'est marrant en tout cas d'avoir cette vision de l'histoire, en tout cas. Qui est particulière de la part de quelqu'un qui s'intéresse autant à l'histoire de France, mais à travers un personnage particulier qu'il met en scène comme héros d'un manga, quoi. Ouais, et en fait, ce qui est marrant, c'est aussi que, c'est quand même 1900, donc je pense que les recherches qui ont été faites depuis sur certains personnages historiques, certains faits historiques aussi changé, tu vois. Donc, je sais pas, effectivement, on n'a pas eu le temps de lui poser plus de questions que ça, mais déjà, c'est vrai que c'est génial de se dire que, avec une œuvre que tu vas adapter, je me mets dans ses chaussures, tu vois, mais là, tu peux faire découvrir tout un pan d'une culture à des lecteurs. Je trouve que faut quand même avoir une certaine motivation, quoi. C'est un tour de force, encore une fois. Mais d'ailleurs, une des questions qu'on lui a posées, c'était de savoir pourquoi il avait été aussi fidèle au texte de Maurice Leblanc, au point que, disons qu'il est fidèle dans sa mise en scène, mais à chaque fin de chapitre, il rajoute un petit encart pour préciser les faits historiques, les contextes sociaux de l'époque, etc. はい、ですね、まずなぜ、その原作通りになるかなんですけど、それはルパンという名前自体はDisons que le Lupin, son nom, c'est un personnage majeur très très populaire, avec un style reconnaissable, son chapeau de forme ou encore ses cartes d'invitation. On retrouve tous ces éléments dans Lupin III ou dans Cat Size. Il me semble que dans Cat Size, elle balance pas mal de cartes. Il y en a plein, on peut citer encore Détective Conan ou Kaito Kid. Toutes ces œuvres sont géniales, mais j'ai toujours pensé que parmi tous ces titres, les romans de Maurice Leblanc étaient meilleurs. Il n'y a pas eu de vraie adaptation en images de son travail. En France, vous avez eu une série télé avec Georges Descrières, que j'adore, parce que le personnage de Lupin y est vraiment classe. Mais les intrigues du scénario s'éloignent pas mal de l'œuvre originale, alors que pour Sherlock Holmes, on a l'interprétation de Jeremy Brett.
En fait, j'étais super frustré qu'il n'y ait pas la même chose pour Lupin. J'avais vraiment envie de voir une adaptation en images de ces aventures et pas seulement qu'on se serve de l'image de Lupin qu'on pouvait avoir. Si quelqu'un l'avait fait, si Descrières avait joué un Arsène Lupin comme Jérémy Brett a interprété Sherlock Holmes, j'aurais sans doute jamais pensé à faire ce manga. Parce que tout simplement, j'aurais été satisfait de voir ce qui avait été fait, et comme personne ne l'avait fait, je m'y suis collé. Enfin, tout est parti de là. Et pour ce qui est de ces histoires d'ajout d'encart à la fin de chaque chapitre, comme le public de Maurice Leblanc à l'époque, c'était un public français, mais de l'époque. Tout le monde avait la connaissance du contexte et des références historiques, contrairement au public japonais d'aujourd'hui ou de quand j'ai commencé le manga. J'ai donc décidé qu'en ajoutant des précisions sur le contexte de l'époque, chose qui était partagée par tous les lecteurs de l'époque, je le répète, on se rapprocherait encore plus de l'expérience de lecture des romans d'origine. Et puis, j'avais aussi envie de partager mes impressions. Alors moi je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire que puisque personne l'a fait, je le fais, tu vois. Je trouve que encore une fois, c'est quelqu'un qui c'est très étrange parce que tu sens qu'il a cette volonté, cette motivation de faire connaître une œuvre qu'il adore, qu'il respecte profondément, et en même temps il est humble en fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas. Alors que la réponse à proprement parler n'a pas l'air humble. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a une espèce de tension comme ça parce que il s'est donné une mission lui-même qui est très exigeante en fait. Et donc il doit être le premier cette année dès que ça va pas. Enfin, je sais pas. Je pense, mais effectivement, il faut une motivation sans faille pour le faire comme il le fait en plus. Cette fidélité, on la retrouve également de le côté graphique et notamment dans les dessins des décors qui sont très marqués dans l'œuvre de Maurice Leblanc. Donc comment est-ce que vous avez fait pour faire revivre ce Paris de 1900 comme que l'on trouve dans les romans? Alors ça, c'était vraiment difficile. J'ai utilisé plein de techniques différentes car j'avais vraiment du mal à visualiser certaines choses. Enfin, heureusement qu'à notre époque, on a Internet. C'est ce qui m'a sauvé, j'aurais pas pu le faire sans. En utilisant par exemple Google Street View, j'ai pu voir les rues parisiennes tout en 3D. Et vous, il vous reste plein de façades et de bâtiments de l'époque ici, quelle chance! Non, ça a été une aide énorme. Après, j'ai trouvé beaucoup de recueils de photos de l'époque sur Amazon France, des vieux recueils en noir et blanc. Il faut garder en tête que 1900, c'est justement l'arrivée des premières photographies. Et comme c'était nouveau et que tout le monde en voulait, il en reste beaucoup. Et si je cherche Paris 1900 ou Versailles 1900, il y a pas mal de photographies prises à l'époque qui s'affichent sur Internet. Ensuite, on passe beaucoup de temps avec toute mon équipe pour vérifier nos lectures. Il y avait certaines choses que je n'avais pas compris, par exemple, lors de ma première lecture et que j'avais mis de côté. Ça arrive. Mais grâce à l'aide de mes assistants, on a pu vérifier tous ensemble et j'ai enfin compris de quoi il s'agissait. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret. À un moment donné, il est question d'un panier à salade qui transporte des prisonniers. Au début, je pensais qu'il s'agissait, d'une voiture, d'une automobile avec un moteur, mais j'arrivais pas à comprendre comment Lupin arrivait à sortir par le bas et comment il faisait semblant de s'évader. Et après, il part se balader jusqu'à la prison de la Santé. Et si c'était une voiture, ça nous paraissait impossible parce qu'avec le moteur, avec toute la mécanique, comment cette scène pouvait exister. Et un de mes assistants a réussi à trouver une photo de l'époque et tout s'est éclairé d'un coup, parce qu'en fait, c'était pas une automobile, il s'agissait d'un fiacre tiré par des chevaux. Et à partir de ce moment-là, tout devenait crédible et on était super heureux en découvrant cette photo. Et il y a eu plein de moments comme celui-ci. Ça, c'est vraiment qu'un exemple parmi d'autres pour comprendre ce travail de l'époque et ce qui se passait. Vive Internet. Non mais voilà, des fois on se dit on cherche vraiment des trucs débiles sur Internet, mais non, ça peut servir.
Et la preuve, c'est que ça lui a bien servi et depuis longtemps, parce que c'est pas en plus tout récent. Il n'a pas commencé cette année à faire Arsène Lupin. Non. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai que, bon, il le précise pas, mais je sais pas pour nos auditeurs, mais en fait, les villes japonaises, c'est très étrange l'urbanisme parce que à la fois ça change tout le temps. Il y a toujours des nouveaux bâtiments, il y a toujours des nouvelles enseignes, des nouveaux magasins, mais en même temps, il y a un style qui reste, enfin un style urbain un peu bric-brac, enfin je sais pas comment dire, qui est très, il n'y a pas du tout l'uniformité qu'on trouve, par exemple dans le centre de Paris avec les rues haussmanniennes, etc. Et d'une part, et surtout, effectivement, chez nous, ça change pas tant que ça. Enfin, mais j'ai quand même souvenir de rues au Japon qui ont l'air de sortir de Demon Slayer quand même, tu vois, quand dans certains coins, je sais pas, du côté de Kyoto ou d'Osaka. Ah oui, mais après, c'est des villes qui ont été aussi préservées pour des raisons notamment touristiques, historiques bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de villes où, en France, on a le même souci, hein, on a eu beaucoup de bombardements, et il y a des centres-villes antiques qui ont disparu et qui ont été retapés, on va dire, et parfois reconstruits dans des trucs, des styles très novateurs pour l'époque. Mais malgré tout, faut quand même se remettre en tête ce pari-là, tu vois. Enfin, moi, c'est déjà, nous, on a cette image avec les mangas du Japon de l'époque, tu vois, je viens de citer Demon Slayer, mais de d'autres époques, on a cette image visuelle, mais parce qu'on lit des mangas. Je suis pas sûr que lui tout seul dans son coin, il ait cette image de Paris comme ça en instantané sans faire des recherches, quoi. C'est assez intriguant, je trouve. Ah bah écoute, on va lui poser une question sur ses méthodes de travail. D'ailleurs, Monsieur Morita, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vos méthodes de travail, sur la répartition des tâches au sein de votre équipe, parce que vous avez mentionné que vous aviez des assistants. Peut-être que vous pouvez nous dire combien vous en avez et comment vous travaillez avec eux. ですね、まず、一番出版社にちゃんと原稿料もらってしっかり Alors il y a plusieurs étapes. En premier lieu, l'éditeur me donne le nombre de pages que je dois lui fournir. En tout cas, ça c'était quand j'étais encore sous contrat. Et à l'époque, nous étions 4 avec moi. Donc 3 assistants et moi. Et de base, je commence par les Nemu, et je découpe et je dispose les dialogues et je construis la structure. Et les personnages sont centraux, donc c'est moi qui les dessine. Il est convenu que ensuite, je confie les décors à mes assistants. Bien entendu, je vais leur donner des instructions, fais comme ci, fais comme ça, et on fait ensemble les finitions et les effets. Et encore une fois, je leur redonne des instructions, mais ils travaillent dessus tous les 3. Et en suivant ce processus, ils sont devenus de plus en plus doués et ils sont devenus capables de comprendre mes intentions avant même que je les donne. Du coup, ils se sont mis à rechercher de la documentation par eux-mêmes. Au début, c'est moi qui leur fournissais tous ces éléments ou qui les drivais, mais on va être honnête, les nouvelles générations sont beaucoup plus douées pour rechercher des trucs sur Internet. Ils sont devenus bien plus efficaces que moi pour dénicher des infos, et de plus en plus. Moi, j'ai envie de tirer le meilleur d'eux-mêmes, donc je suis très content qu'ils me fassent des propositions. J'ai envie de les laisser faire au lieu de réfréner leurs envies proactives. Même si, attention, c'est moi, bien entendu, qui fais les recherches préliminaires. On ne peut pas dire que la répartition des tâches soit très précise ou bien délimitée. C'est plutôt comment faire pour les laisser réaliser telle ou telle chose par eux-mêmes, en fonction des propositions et du processus. Au final, pour moi, leur esprit d'enquête et d'investigation sont devenus une vraie force, plus qu'une répartition du travail à proprement parler. Oui, c'est vraiment très intéressant parce que il y a donc 3 assistants pour l'aider et on se rend compte que c'est quand même vraiment une charge aussi pour lui, quoi, même s'il dit qu'il ne répartit pas le travail de façon très stricte. Je pense que on a toujours l'image du mangaka solitaire machin, mais c'est aussi un boulot de management en fait. On se rend pas compte à quel point c'est des chefs d'entreprise, les mecs. Mais oui, c'est ça. En fait, là en plus il parlait de l'époque où il était sous contrat, etc. Ça veut dire qu'il l'est plus. Oui. Donc ça veut dire qu'il a une
sa carrière est une entreprise. Enfin, ils ont un studio à gérer, des assistants. En plus, de plus en plus maintenant, ces assistants sont par Mons et par Vaux, puisque ils peuvent travailler à distance. Ouais. Mais ouais, cette vieille époque de Tezuka avec 10 mecs au sous-sol de sa villa, au sous-sol, au rez-de-chaussée de sa villa, de la fameuse villa, et que tout le monde travaillait dessus. Ouais, mais en fait, c'est ça le manga aussi. Oui. C'est vraiment un découpage du travail. Alors, lui, il le fait un peu punk quand même. Tu vois, un peu genre, s'il a envie d'être proactif et de donner des idées, il les donne, quoi. Oui. Mais encore une fois, moi je me dis, mais tu vois, il a la niaque, quoi. Il a une énergie de vouloir tirer une boîte, une entreprise. Il devait quand même. C'est pas seulement en l'incluant lui 4 personnes. Enfin, et je pense qu'il y a quand même des gens autour aussi qui gravitent et dont il faut avoir conscience. Et je trouve que c'est quand même compliqué de savoir si il a une énorme confiance en lui ou si il se dit maintenant que tu t'es donné tel ou tel objectif, t'as pas le droit de merder, quoi. Ouais, mais non, je reviens sur mon truc de chef d'entreprise, en fait, enfin de manager dont tu parlais, de chef d'entreprise. Ouais, les mecs ils drive des gens, quoi. C'est pas que des artistes. Non. Effectivement. Et d'ailleurs, en tant qu'artiste, c'est vrai, on peut se demander quel est son point de vue par rapport aux intelligences artificielles ou aux assistants, aux algorithmes qui deviennent de plus en plus envahissants. D'ailleurs, quand on lui a posé la question, est-ce que vous pensez, en tant que chef d'entreprise, que un logiciel drivé par une intelligence artificielle pourrait vous soulager dans votre travail ? Comme par exemple ChatGPT. そうですね。ちょうど話したところですね。電車の中で話したんですよ。で、それはですね。難しいとこなんですけど。Ah oui, je vois. Je vois même très bien en fait. On en parlait justement, on en a discuté dans le train. Voyons voir. Question difficile parce que, comme je viens de vous en parler, j'ai beaucoup utilisé Google Maps, Google, Internet. C'était une aide conséquente et j'ai trouvé que ça a été vraiment bénéfique pour la qualité de mes œuvres. Et personnellement, j'ai absolument rien contre les avancées scientifiques, mais que ce soit ChatGPT ou les IA en général, c'est une évolution de nos sociétés. On ne peut que se demander comment les choses vont évoluer par la suite. Comme je suis un grand amateur de SF, ça m'intéresse vraiment. À titre personnel, mais aussi d'un point de vue sociétal. Comment dire vous connaissez le ludisme, le mouvement des briseurs de machines? C'est un mouvement qui a commencé quand les machines ont été introduites dans les filatures de coton. Les ouvriers avaient peur que les machines leur volent leur travail. Et c'est pas que j'y pense pas, mais je me dis que l'histoire s'est toujours déroulée dans ce sens-là. Si on pense aux chauffeurs de taxi, par exemple, peut-être qu'il arrivera un jour où ils seront remplacés par des voitures autonomes. Je pense que je peux comprendre qu'il y ait une appréhension de ce genre, jusqu'à un certain point, mais d'un autre côté, je suis pas du tout inquiet pour moi en tant que mangaka, parce qu'au final, ce ne sont que des outils et mieux vaut s'appliquer à les maîtriser, les juger et les utiliser du mieux qu'on peut pour exprimer ce qu'on veut. Ça reste un support, voilà, un moyen subsidiaire. Et il faut l'utiliser comme tel. Et du coup, non, je suis pas inquiet par rapport à toutes ces évolutions. Mon but, c'est d'arriver à exprimer au mieux mon imagination. Donc, si pour ça, je peux être aidé par un assistant ou par une machine, ça va arriver. Comme quand je me fais aider par Internet. En revanche, je suis pas encore prêt à laisser ces outils faire le boulot en totale autonomie. C'est impossible en l'état actuel des choses. Il n'y a pas moyen. À l'inverse, je me dis que c'est à moi d'en faire plus. Le plus souvent, je me dis qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Donc, je suis vraiment impatient de découvrir toutes les possibilités qui vont s'offrir à nous prochainement. Donc,
l'équation plus d'intelligence artificielle égale plus de congés, ça fonctionne pas du tout. ですね、これはね、僕ならないと思います。 Je vois ce que vous voulez dire, mais non, je pense pas que ça sera le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si grâce à ces outils, la qualité des œuvres augmente, nos exigences vont augmenter. Donc au final, on sera obligé en tant que mangaka de se donner à fond quoi qu'il arrive. Vous vous souvenez d'Anno, lorsqu'il a fait Evangelion ou de Shin Ultraman, il a été l'un des premiers à utiliser les ordinateurs, la technologie 3D. Mais ça n'a pas vraiment allégé sa charge de travail, loin de là. Et il est au bord de la mort à chaque fois. De toute façon, quel que soit le moment, il faut donner le meilleur de soi-même. Et je suis même pas sûr qu'on souhaite que notre tâche soit plus facile. Oui, au final, l'idée, c'est de vous faciliter la vie. Je sais pas. Les mangakas de ma génération ont commencé sans utiliser d'ordinateur. On avait du papier, des plumes, nos mains et des feuilles de trame qu'il fallait gratter ou découper avec un cutter pour créer des nuances de gris. Alors que de nos jours, on peut ajouter des gris ou les coller en un seul clic. Donc, ouais, en un sens, c'est devenu plus relax. Mais non, c'est pas relax parce qu'en contrepartie, je rajoute toujours plus de choses dans mes dessins. Je vais rajouter plus de décors, par exemple. Et maintenant j'ai plus de décors. On vise tous à améliorer la qualité. Et c'est pas que moi, on est un peu tous les mangakas dans le même bateau, donc non, je pense pas que ça va nous aider à faciliter notre vie d'artiste. Et c'est déjà le cas, on est challengé par ces outils, mais en revanche, je trouve que le niveau des œuvres, lui, va en s'améliorant. Je suis contente d'avoir la réponse d'un créateur sur ces questions-là. Surtout, comme il le fait remarquer, c'est quand même un métier qui a évolué d'une façon assez rapide et je trouve pas mes mots, mais de façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient envie de revenir à la période où tu grattais tes trames dans ton coin. Eux, en tant qu'auteurs, non. Est-ce que nous, en tant que lecteurs, en fait, c'est la question. Faut qu'on prenne la question dans l'autre sens. Est-ce que nous, en tant que lecteurs, on a un sentiment de différence entre des œuvres qui ont été faites entièrement en numérique et des œuvres qui ont été faites entièrement à la main? Est-ce qu'un Tezuka est plus ou moins beau que ce que fait aujourd'hui un auteur comme je sais pas Gotoge sur Demon Slayer, pour revenir à elle? Est-ce qu'il y a des vraies différences entre le numérique comme certains l'utilisent aujourd'hui et le fait de le faire à la main? Moi-même, je suis même pas sûr d'avoir de réponse à ça. Hein. Ouais, mais c'est intéressant parce que j'ai été voir Monsieur Kaneko à la MCJP et donc c'était très intéressant. Et il y avait à la fin comment ils ont appelé ça en gros, il a fait un dessin en live, quoi. Et il travaille désormais exclusivement sur tablette. Et moi, je sais pas si tu te souviens, dans l'émission qu'on lui avait consacrée pour la sortie de Evol, je disais que je trouvais que son style s'était adouci, ou c'était un petit peu, avait gagné en souplesse. Et clairement, ça vient de la tablette graphique. C'est qu'il y a, quand tu le vois, la façon dont il reprend ses traits, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus rapide, parce que comme le dit Morita quand on l'avait rencontré, c'est que voilà, tu fais clic clic et hop, t'as une ombre qui devient plus ou moins importante. Un truc que faisait donc Kaneko, c'est qu'il découpait certaines parties du dessin pour les replacer sur un espace qui était encore tu vois, pour nous c'est vierge, quoi, mais lui il voit où la proportion doit être recadrée, rééquilibrée. Et c'est vrai que tu te dis, waouh, si il se stresse plus à se dire, ouf, il faut que je fasse un trait, tu vois, j'ai one shot, quoi.
ou limite 2, ça doit être aussi quelque chose qui doit vraiment les aider tous les jours. Sachant qu'à l'époque, ils pouvaient se permettre de faire ça, mais ils devaient recommencer la planche. C'est-à-dire que s'ils rataient un bout de sa planche, ils la découpaient, ils découpaient la case, qu'ils recollaient sur une nouvelle planche pour ensuite redessiner. Chose qu'effectivement, avec le numérique aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire. Mais moi, je trouve ça encourageant en tout cas d'avoir ce regard-là. Oui. De se dire que effectivement la technique va juste nous permettre d'être meilleurs, mais on va pas juste plus partir en vacances parce qu'on n'aime pas les vacances, quoi. C'est un peu l'impression que ça donne, tu vois. Après, il est assez optimiste. Et je pense que finalement il y a quand même beaucoup de mangaka qui sont pas qui sont un peu maso, quoi, s'ils sont pas enchaînés à leur table à gratter. Je veux dire, bien sûr il y a des limites, mais ils ont une grande capacité de travail, tous. T'es obligé d'avoir une certaine addiction au dessin. Oui. Pour de toute façon faire ce boulot. Même tu vois beaucoup, en plus, quand on fait les interviews, considèrent ça comme un travail, comme un moyen aussi de gagner leur vie. Et effectivement, je pense qu'il y a une addiction, qu'il y a un peu d'ego aussi, je suppose. Tu vois, tu peux pas aussi se dire que ils détestent être lus. Je pense qu'ils aiment bien aussi, non. Tu vois. Oui. Après, je trouve que c'est intéressant aussi la façon dont il dit très clairement qu'il veut mettre en image, faire que ce qu'il a imaginé devienne réel, quoi, et une réalité en 2D. Et on l'oublie souvent finalement, cet aspect-là. Non. On a fait beaucoup de détours dans cette discussion. On va essayer de revenir sur le personnage d'Arsène Lupin. Et quelle est pour vous la meilleure nouvelle de Arsène Lupin ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres ? Et mettons, est-ce que vous avez déjà vu ou lu une des histoires que vous avez trouvées inadaptables ? まず、ルパンシリーズは本当にどれも好きで、どれかが laissez-moi vous dire que j'adore absolument toutes les aventures de Lupin. En fait, il y en a tellement. Et je les aime vraiment toutes, mais au milieu de toutes ces histoires, je me disais que ce serait super si, en tant que mangaka, je pouvais aller jusqu'à l'Aiguille Creuse. Mais mon but, c'était l'histoire sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, 813. Je me disais qu'il fallait que j'arrive à dessiner cette histoire. Dès le premier tome de ce roman, on croise le personnage de Geneviève et arriver jusqu'à 813 est devenu un but pour moi. Voilà, pour moi 813, ça se place juste au-dessus de l'Aiguille Creuse. Et c'est quoi ? Est-ce que c'était difficile à dessiner et à adapter ? Oui, parce que je voulais que ça soit parfaitement fidèle à mes souvenirs. Et j'ai une sorte de pression. En revanche, je déborde d'idées. Mon imagination est en pleine ébullition, à tel point que je m'énerve contre moi-même que ma main soit si lente à dessiner tout ce que je suis en train d'imaginer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je m'en tiens au texte. J'ai pas encore pensé aux ajouts concernant le contexte ou certains éléments culturels, et quand le moment arrive, c'est toujours là que je n'ai pas la bonne documentation sous la main. Vous voyez, j'ai plutôt ce genre de difficulté un peu organisationnelle. Et par le passé, si je repense aux difficultés que j'ai pu avoir, c'est celui d'un récit avec des énigmes, des trucs et des astuces, des déguisements. À la base, dans les romans, c'est facile de duper le lecteur, d'attirer son attention dans la mauvaise direction. Mais dès qu'on met l'histoire en image, comment on fait ? C'est compliqué. On se fait griller direct. Comment faire pour que l'illusion en texte fonctionne? Comment restituer la saveur des œuvres de Leblanc sans les dénaturer, et en particulier dans l'Aiguille Creuse? J'étais vraiment embêté, sans rien dévoiler. Je dois vous avouer que j'étais particulièrement dans la mouise pour imaginer le design de Louis Valmera. Ouais, toujours cette la force de l'imagination, quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu tant que ça d'images. Il n'y a pas eu l'image populaire est complètement autre, celle de Lupin au Japon en plus. En fait, ça ramène à l'émission qu'on avait fait donc sur les Sherlock et les Arsène Lupin. Mais
c'est comme il le dit au début de notre échange, il y a beaucoup de Japonais qui pensent qui pensent connaître Lupin parce que ils l'ont vu dans Lupin the Third, ou ils l'ont imaginé dans Lupin the Third, finalement, lui, il arrive sur un territoire. Enfin, t'as un petit côté, débroussailleur, quoi. Je sais pas comment dire. Tu dois poser les jalons. Dire bah non, un fiacre c'est comme ça. Enfin, il a un petit peu tout à faire dans cette imagerie là, puisqu'il doit défaire déjà en partie, et en même temps il s'adresse aussi à un public international quand il fait Arsène Lupin. Il peut pas ne s'adresser qu'aux lecteurs japonais comme beaucoup de mangaka le font souvent. Quand on lit les interviews, qu'on les entend parler, ils font moi je faisais ça pour le public japonais, puis en plus ça marche à l'international, j'imaginais même pas qu'il y avait un monde derrière autour de nous. En fait si. Et en plus, il y a des gens qui lisent des mangas. Enfin, il y a des trucs un peu improbables comme ça que les auteurs balancent. Alors, je sais pas si c'est des phrases types qu'on leur apprend à dire ou s'ils le pensent. C'est le chat GPT du mangaka, tu sais. Ouais, c'est ça, ou s'ils le pensent vraiment. Mais c'est assez curieux. Et lui, il a totalement conscience que son manga, il le fait soit au début, comme c'était dans un magazine japonais pour les lecteurs japonais, mais il avait conscience de l'internationalisation de la chose directe, quoi. Mais après, il y a ce ping-pong, le va-et-vient entre France, Japon, Japon, France. Enfin, c'est parce qu'il devait restituer, en fait. C'est ça, c'est un emprunt. Comment dire ? Et surtout, il est ultra passionné. Et je pense que si des amis, des fans de Lupin lui disent non, c'est pas ça dans le roman, il va mal le vivre. Tu vois, je veux dire, complètement. Il a à cœur de restituer vraiment le roman en manga, quoi. Oui. Et c'est ça que je disais aussi au début de l'émission, parce que, je veux dire, il a été adoubé. Tu vois, il est le mangaka qui a mis en image, en tout cas en manga, les aventures écrites par Maurice Leblanc. Et je trouve que c'est une belle consécration. Enfin, c'est... parce que et du coup j'imagine la pression du mec, parce que il se dit waouh, tous les lecteurs vont me tomber dessus, les Français qui sont biberonnés Arsène Lupin, bon il y en a de moins en moins je pense, mais ça va peut-être revenir en avant, hein, parce que c'était un point qu'on peut retenir, c'est il est vraiment hyper passionné. Ouais. Il est passionné par la France, il est passionné par Lupin, il est passionné par son travail. C'est vraiment trois trucs qui... Ouais, et puis par l'époque, ils font des recherches de malades. Enfin, moi, je les imagine autour d'une table, en train de se passer les bouquins. Il y a plein de post-it, genre, alors moi, j'ai trouvé ça. Vas-y, fais voir, machin. Alors qu'en fait, ils sont sur Skype, chacun de chez eux. C'est vrai. Mais après, comment ça, c'est un truc... je sais pas trop... tu vois, qui m'énerve moi dans les séries historiques, c'est des fois quand les costumes ça va pas. C'est difficile en fait de savoir, parce que la mode ça change très très vite, et des fois tu te dis il y a 15 ans d'écart là, c'est pas bon, la chemise est pas bonne. Moi dans les séries historiques, ce qui m'énerve c'est quand ils changent les âges des personnages. Ah ouais. Ça j'en peux plus. Mais exactement pourquoi je sais pourquoi, pour arranger le scénariste. Ah oui. Ou le casting. Ou l'auteur. Ou pour coller effectivement à un casting. Mais pourquoi changer les âges des personnages ? Alors tu peux lui donner 1 ou 2 ans de plus, mais pourquoi passer un personnage de 20 à 12 ans ou à l'inverse de 20 à 40 ? Ça n'a aucun sens. C'est Détective Conan, ça. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, ça colle dans les enquêtes. Je te laisse relancer Monsieur Morita pour la fin, et ce qu'il a à dire à la fin est assez curieux. Oui. Alors, Monsieur Morita, est-ce que vous pourriez dire un mot en français pour nos auditeurs, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. そうですね。Oui, en japonais, allez-y. そうですね。言いたいことあるな。今僕は Oui, j'ai effectivement quelque chose à vous dire. Alors, en ce moment, je ne suis plus dans le circuit d'édition traditionnel.
Mais mon but serait d'achever l'adaptation de toutes les histoires d'Arsène Lupin. Donc, il faudrait vraiment que les ventes suivent. Non, mais c'est vrai, ça serait essentiel pour que je puisse garder des assistants. Et là, ça va dépendre de l'aide du public français. Je serais très heureux, plus qu'heureux, de voir le nombre de lecteurs augmenter. Alors vraiment, on compte sur vous. Merci beaucoup. C'est incroyable cette dernière partie. Oui. C'est-à-dire qu'il nous dit en fait je suis plus publié au Japon, mais je continue à faire ça en solo, en freelance. On revient au truc du chef d'entreprise, quoi. En auto-édition, je pense. Auto-édition ou à destination du reste du monde, quoi. Oui. Je sais pas trop, effectivement, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est vrai que déjà c'est extrêmement rare d'avoir le point de vue d'un auteur sur le côté économique en fait d'une œuvre, la façon dont elle vit, la façon dont elle est marketée, même s'ils sont connus pour être sollicités absolument pour tous les visuels, il y a tout type de personnes. Donc il y a les gens que ça fait chier, il y a ceux qui adorent et qui veulent tout savoir, il y a les gens qui doivent être très stressés et donc ils veulent tout savoir par principe. Mais là c'est la première fois que moi je vois un auteur qui parle vraiment de l'aspect financier de son entreprise, de comment ça fonctionne, et que effectivement s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent qui rentre et pas d'argent pour continuer à produire une série, quoi. Donc pour payer ses assistants, pour éventuellement payer son atelier s'il a un atelier à part. Tu sais, ça nous renvoie un peu sur Bakuman aussi. Et sur... Alors, pour Bakuman, ils ont beaucoup de chance. Oui, beaucoup. Oh, effectivement, j'ai un atelier gratuit, ouais, cool. Qui travaille dans le manga, justement. Et du matos gratuit, cool. Ouais. Mais ça nous renvoie à ce genre de choses, et ça nous renvoie à des choses très technico-pratiques qu'on soupçonne pas dans le manga au Japon. Oui. Et puis aussi, peut-être qu'on n'a pas envie de savoir aussi. Il y a un petit peu des deux. Au sens où... je sais pas, il y a toujours ce côté un peu il faut lever le voile et quand on lève le voile, en fait, on se rend compte que c'est juste à peu près normal, qu'il y a rien de fou. Ah oui, non, complètement. Et oui, je dis ça, comment dire, comme si ça devait être quelque chose qui devrait être caché, et alors qu'en fait, il y a rien de magique, en fait. Non, c'est ça. C'est juste qu'il reçoit des factures, il faut les payer, il a des salaires, il faut les payer. Oui. Et c'est tout. Après, moi j'aime bien cette démarche au sens où dans l'émission Le Top 10 de Cagnard, on en a parlé un petit peu, mais la lutte contre le piratage, ça a été le grand sujet des maisons d'édition françaises il y a 10 ans. Là, je sais pas trop où on en est, mais le fait que tu aies un auteur qui te dise arrêtez, la thune c'est important. Je veux dire, il faut mettre de l'argent, il faut mettre du carburant dans la machine pour qu'elle avance. Et il y a je pense qu'il y a toujours ce truc de les lecteurs ou les lectrices plus âgés en ont conscience, eux-mêmes savent ce que c'est que gagner sa vie, etc. Mais encore une fois, on a des gens pour qui le divertissement, c'est du divertissement. Ça devrait pas coûter l'argent que ça coûte. Oui, parce que la télé, c'est plus ou moins gratuit, parce qu'il y a plein de choses de gratuites, parce que ce podcast est gratuit. Effectivement. Et oui, mais c'est bien aussi quand peu à peu, on en prend conscience. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'émission, pour qu'on puisse comprendre un petit peu que... Alors tout ne fait pas rêver, tout n'est pas fabuleux, et qu'il y a aussi des humains comme Monsieur Morita, comme les auteurs qu'on a reçus précédemment dans cette émission, et que nous, on a aussi notre parcours de lecteur. C'est aussi pour ça qu'on fait toutes ces émissions. Bah oui, et puis je pense que c'est intéressant à nouveau, parce que ça change tout le temps. Les objectifs de diffusion. Est-ce que
peut-être un jour il sera tenté de créer une plateforme et de diffuser numériquement tous ces trucs. Enfin, je dis ça comme ça, hein, je sais pas. Ou peut-être qu'il va trouver une nouvelle maison d'édition qui pourra l'aider à s'organiser. Parce que c'est ça, la maison d'édition, elle prend en charge des choses que l'auteur n'a pas beaucoup à se... Comment dire ? Enfin, ça dépend de comment il fonctionne. Oui, pas toujours, parce que bien souvent, c'est l'auteur qui doit tout payer avec l'argent qu'il a de la maison d'édition. Oui, mais tu vois, je pensais plutôt au côté marketing, distribution, bien sûr, effectivement. La fabrication. Parce que s'il est en autoprod et qu'il doit s'occuper de l'imprimerie, etc., c'est encore autre chose. J'ai plutôt l'impression que son idée, c'est de se faire éditer à l'étranger et puis au Japon, s'il n'y a plus d'ouverture pour le Japon. J'ai plus l'impression de voir ça comme ça, parce que Arsène Lupin, ça reste un nom, une marque à l'international qui fonctionne. Oui, et puis en plus... on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça fait pas de mal de le répéter. C'est effectivement, pour moi, ça fait partie de ces mangas pédagogiques qui permettent à des gens qui s'intéressent un petit peu à un sujet. Alors, est-ce que ça peut être la littérature ? Est-ce que ça peut être Arsène Lupin ? Est-ce que c'est Paris en 1900 ? Tout ça fait que tu as des portes d'entrée pour lire quelque chose qui est vraiment bien fait. Et qui est, de son propre aveu, hyper fidèle et qui veut être de qualité. Donc, je pense notamment aux parents qui parfois ont du mal à mettre les jeunes, leurs ados ou leurs pré-ados, à lire des livres. Parce que c'est ça. Nous, en plus, en tant que Français, Arsène Lupin, c'est patrimoine. C'est toujours bien. C'est patrimoine, mais ça veut pas forcément dire qu'on l'a tous lu, tu vois. Voilà, mais c'est pour ça. Je veux dire, si ça peut permettre à d'autres personnes de s'y intéresser d'une nouvelle façon. Parce que bon, sinon vous avez Omar Sy. Hein, mais c'est une autre façon qui est tout aussi bonne. Et je pense qu'il y a plein... Voilà, c'est super d'avoir autant de choix pour voir. Et encore une fois, comme l'œuvre de M. Morita a été faite en suivant vraiment le découpage des romans de Maurice Leblanc, vous pouvez lire un livre et commencer une aventure sans forcément commencer par le tome 1. Oui, en plus, ce qu'on disait dans l'émission sur les Sherlock et les Arsène Lupin du manga, on peut un peu piocher dans ce manga Arsène Lupin sur les différentes histoires, même s'il y a quand même une chronologie par rapport à la façon dont les romans ont été édités qui est respectée par Monsieur Morita. Mais voilà, ça nous fait tout un tas de choses super intéressantes. Arsène Lupin, c'est donc disponible aux éditions Kurokawa. Monsieur Morita, donc, a besoin de vous. Ouais. Non, c'est vrai. Parce que du coup, l'idée, c'est peut-être aussi qu'il soit édité. On n'en sait rien, on nous en a pas parlé, mais peut-être que Kurokawa pourrait l'éditer directement ou d'autres éditeurs à l'international. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Discord. On a un petit peu, on a tout qui est dispo. Et on veut bien vos retours parce que on essaie de faire des nouveaux formats comme ça. L'émission Le Top 10 de Cagnard la semaine dernière en était une. Là aussi, c'est encore un autre nouveau format où on essaye d'intégrer des mangaka dans la 5e de couve, parce que parler de manga, c'est une chose et on se pose souvent énormément de questions sur comment il a fait ci, comment il a fait ça. S'ils peuvent répondre. S'ils peuvent répondre et si on peut intégrer les mangaka dans l'émission et que ça vous plaise vraiment et que ça soit intéressant mais tout en restant fluide, c'est tout un tas de questions nous qu'on se pose, donc voilà, on fait des tests aussi et on espère que ça vous a plu. Voilà. Juste pour préciser, donc il y avait quand même, il y avait un interprète qui nous a aidé à discuter avec Monsieur Morita. Mais comme on avait enregistré l'émission, on a affiné également, parce que comme on l'avait expliqué lors de l'interview de Monsieur Inagaki, quand ce sont des interviews, sur le vif, c'est très difficile de tout retranscrire, et pour l'interprète, j'entends. Et donc, pour être sûr de ne perdre aucune information, on s'est dit que... la formule qu'on avait essayée avec Monsieur Inagaki nous avait plu, donc on a
pris sur nous de retraduire entièrement. Et on remercie donc l'interprète, les équipes des éditions Kurokawa, et évidemment Monsieur Morita, grâce à qui on a pu faire cette émission. Merci à toi Julie qui a retraduit aussi également. Merci à toi Maxime. Oui, je suis la voix de Monsieur Morita. Et de tous les mangaka qui passeront dans la game de coup. Et nous on se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, salut. Merci beaucoup.